Bon, est-ce que ça mérite le titre de film le plus cher de l'histoire de Netflix? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de The Gray Man parce que j'en ai tout simplement envie, le casting me faisait envie, la réal me faisait envie, la direction artistique aussi me faisait envie parce que on a eu quelques teasers par-ci par-là, j'ai pas tout vu, mais ça me plaisait plutôt bien. Et je me suis dit, pourquoi pas en parler, tant plus que ça a l'enjeu derrière et aussi l'ambition d'être le film le plus cher de l'histoire de Netflix, 200 millions de dollars de budget, soit 50 millions de moins que No Time to Die. Donc voilà, on est comparassés tous les deux. Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça vaut, etc. On va en parler potentiellement, je pense, sans spoiler, et si jamais je spoil, dans tous les cas, j'avertirai. Avant de parler de l'histoire, etc., ce film est aussi attendu parce que mine de rien, Ryan Gosling, on l'a pas vu à l'écran depuis 2018 avec First Man. Les frères Rousseau, ils ont réalisé un film la dernière fois, c'était avec Cherry en 2021, et ça suivit directement la réalisation de Endgame en 2019. Ana de Armas aussi qui est de retour et qui rejoint Chris Evans qu'elle avait déjà vu en 2019 dans À couteau tiré, et aussi Ryan Reynolds dans un petit film que vous connaissez peut-être du nom de Blade Runner en 2017. Et en plus de ça, le film a la prétention d'être une adaptation genre d'un best-seller aux États-Unis. Et celui qui a écrit ces livres, c'est notamment l'ancien assistant de la licence Tom Clancy, que vous connaissez peut-être pour Jack Ryan sur Prime Video ou tous les jeux Splinter Cell, etc. Et le mec s'est dit au bout d'un moment, j'en ai un peu ras le cul, je vais aller de mon côté et je vais créer donc mon propre agent. Les droits ont été rachetés en 2011 et depuis l'auteur a publié 12 titres de la saga The Gray Man. Donc autant vous dire que même si pour l'instant il n'y en a qu'un seul qui a été traduit en français, on peut très potentiellement avoir des suites et peut-être même que c'est déjà en préparation. Donc oui, gros budget, gros casting, gros réalisateur, mais justement est-ce que le proverbe plus c'est gros mieux c'est vaut le coup ici? Écoutez, c'est ce qu'on va voir. The Gray Man va suivre donc l'histoire de l'agent 6, qui a d'ailleurs pour nom de code Greyman. Tiens, comme c'est original. Il est recruté dans une prison fédérale, donc il se dit cool, la liberté est à moi, sauf que peu à peu, au fur et à mesure qu'il travaille donc pour cette agence gouvernementale assez insane du nom de CIA, eh bien il va se rendre compte que c'est pas si beau que ça, et que son employeur est déterminé à le buter tout simplement. Et c'est à ce moment-là où la CIA va faire appel donc à l'agence non gouvernementale et privée cette fois, notamment portée par Chris Evans, un mec que je pourrais décrire comme, on va dire, le cliché du bof avec une mentalité d'enfant. Alors avant de passer un peu plus au point négatif, je vais donner un avis global sur ce film. J'ai passé plutôt un beau moment. J'ai pas vu le film passer, il fait 2h09 je crois, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en plus j'ai vu pas mal de retours négatifs et ça je pense que c'est aussi toute l'attente qui en est la cause. Voilà, gros budget, film le plus cher de l'histoire de Netflix, gros casting, gros réalisateur, gros, enfin bref, tout est gros si vous voulez. Donc au bout d'un moment c'est normal que l'attente soit au maximum. Moi j'ai trouvé que c'était divertissant. Et c'est un blockbuster, on va pas se le cacher, donc ça n'a pas d'autre enjeu que d'être divertissant. Et je le répète, généralement si vous attendez à un film d'une qualité d'écriture, de film d'auteur, avec un budget de 200 millions, généralement c'est assez rare. Les blockbusters c'est surtout de la forme, du visuel pour te divertir, soit pour totalement débrancher ton cerveau, soit pour passer un moment. Ça ne veut pas dire que des fois c'est mal écrit, mais que c'est beau. On arrive à trouver le juste milieu. C'est vrai que là sur ce film, on n'est pas tellement sur un juste milieu. Je vais déjà parler de la réalisation, que je trouve vraiment super bien, et c'est d'ailleurs je crois le film des frères Rousseau que j'ai trouvé le plus qualitatif, en tout cas avec le plus d'idées en termes de réalisation. Il y a beaucoup de plans notamment qui m'ont fait penser à Harry Potter parce qu'il y a certains moments du film où on est sur un gros château, donc voilà, il y a une base opérationnelle qui est dans un gros château, on va dire, qui est vraiment au milieu de nulle part, et ça fait beaucoup penser à Poudlard, la manière dont ils filment. Ils font notamment des plans d'ensemble, genre juste au lieu de cutter la scène qui se passe, je sais pas, dans une voiture, et bim, tu passes au plan sur le château fixe, avec légèrement un petit panoramique, mais ils font une espèce de transition. En fait, ils vont prendre une caméra en 3D, ils vont la faire tourner autour comme ça du château, et donc je trouvais ça plutôt original et plutôt intéressant. Ils vont aussi beaucoup jouer avec les couleurs. Il y a toute une scène qui se passe notamment au pied d'un lancement de feu d'artifice que j'ai trouvé plutôt chouette. Même au niveau des chorégraphies de combat, franchement, il y a de l'idée. C'est vrai que par moment, on essaie de mettre pause dans la chorégraphie. La caméra va changer d'angle pour que tu puisses voir le contre-coup que l'acteur va mettre donc à son ennemi pour le contrer. La caméra rechange d'angle ensuite pour voir le contre-coup que l'ennemi va lui mettre. Je trouvais ça plutôt intéressant, même si ça casse peut-être un petit peu par moment le côté réaliste du combat. Et quand tu vois les combats, tu vois que c'est
pas réaliste. C'est-à-dire Chris Evans, le mec, je sais pas, il pèse 120 kilos, le mec il est aussi rapide que Bruce Lee, tu vois, avec un couteau. C'est vraiment un délire, quoi. Donc oui, dans l'ensemble, la mise en scène, la réalisation, j'ai trouvé plutôt sympa. Il y a l'idée, tu vois que certains plans sont pensés, et c'est vraiment en fait le gros point positif, et tu sens que c'est un petit peu là aussi où est allé tout le budget avec le cachet des acteurs. C'est vraiment là où le film a pris très cher, je pense. Du coup, ça me permet aussi de vous parler du casting. Mais écoutez, c'est pas transcendant. Voilà, c'est-à-dire ils font tous le job, je pense. Ils sont tous convaincants, sans non plus casser la baraque. Je suis un petit peu déçu concernant peut-être Chris Evans, parce que c'est vrai que c'était la première fois que je le voyais vraiment dans le rôle déjà d'un méchant, et en plus dans le rôle d'un méchant qui est très psychopathe. Vous pouvez te permettre plein d'interprétations, un jeu très excentrique, ça se voit rien qu'à son look qu'il est excentrique, et je voulais en fait que son personnage au niveau du caractère, ou en tout cas au niveau de son jeu, suive un petit peu cette ambiance. J'ai trouvé voilà par moments assez effacé, alors qu'il aurait pu m'y donner tellement plus. Je pense qu'il s'est éclaté quand même à jouer le rôle, et je pense qu'il était pas juste là pour toucher son chèque. Là, il est quand même avec les frères Rousseau, il a déjà bossé plein de fois avec eux, avec tous les films Marvel et tout qu'ils ont produit, réalisé, etc. Et Ryan Gosling, il fait du Ryan Gosling, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas Ryan Gosling, vous n'allez pas aimer son personnage. Au contraire, si vous l'adorez, vous retrouvez toujours cette petite tête, je sais même pas comment appeler ça, mais il a un espèce de regard Ryan Gosling, je trouve. C'est un regard de mi-BG, s'il te plaît me tue pas. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et après, il faut quand même dire que c'est pas l'écriture des personnages qui leur rend service selon moi, parce que tout est très survolé. C'est dommage si vous voulez. Déjà, le personnage de Ryan Gosling, lui, est très plat. Tu le développes quasi pas, tu évoques juste une ou deux fois je crois le passé de son personnage, mais c'est absolument tout. Après tout ce qui fait son personnage, c'est qu'en fait il a bon fond et qu'il a un peu une âme de sauveur, parce qu'en fait dans ce film c'est ça, Ryan Gosling il va jouer un petit peu le super héros si on peut dire. Je trouve que même le personnage de Chris Evans est plus intéressant, parce que lui en fait tu comprends tout le cheminement de pensée qu'il a eu pour monter cette espèce d'agence privée. Tu comprends assez vite ses ambitions, tu comprends pourquoi il en est là, et tu comprends sa rivalité notamment avec la CIA, et en même temps son amitié, vu que ils font appel à lui, etc. Et je parle même pas malheureusement de Ana de Armas, que je trouve plutôt convaincante aussi. En fait c'est ça le problème, elle a pas tu sais pas en fait, tu sais pas qui elle est, ce qu'elle était avant, ce qu'elle veut faire, ses ambitions. Tu comprends vite fait son caractère, mais je veux dire elle joue juste finalement on va dire le sidekick du personnage principal, et encore voilà elle est pas super présente. Même le scénario en soi est plutôt lambda, c'est un film qui est divertissant, ça accroche, mais c'est du vu et revu encore une fois, cette fameuse histoire de sauvetage, un mélange entre du Mission Impossible et du James Bond. On l'avait vraiment vu 100 fois ce genre de délire. En fait là vous êtes en train de vous dire mais attends, avec tout ce que tu nous dis, mis à part la réalisation et les chorégraphies de combat qui sont cool, pourquoi est-ce qu'on devrait regarder ce film? En fait moi ce qui m'a accroché, c'est vraiment cette rivalité slash cette complicité si on peut dire entre le personnage de Chris Evans et le personnage de Ryan Gosling, qui sont en fait meilleurs ennemis si je puis dire. Tu sens en fait qu'ils pourraient vraiment peut-être s'entendre dans la vraie vie, mais que en fait le présent et le passé ont fait que en fait ils doivent s'entretuer, tu vois ce que je veux dire? Donc là-dessus c'était plutôt intéressant, ils sont assez drôles les deux, puisque t'en as un qui a pas d'émotion. Je parle du personnage de Ryan Gosling, c'est-à-dire que en fait, quand il va se faire poignarder, ou quand il se prend une balle, ou j'en sais rien, quand il se prend un coup, vraiment zéro réaction, donc t'as l'impression qu'il sent rien, presque qu'il a des super pouvoirs, ce qui fait penser justement à ce rôle de super-héros. Et d'un autre côté, t'as donc le personnage de Chris Evans, qui est très impulsif et très enfantin d'ailleurs, qui en fait est juste là pour s'amuser, t'as l'impression. Il te fait tout un délire où il te dit, moi je peux tuer n'importe qui, contrairement à la CIA, les gars je m'amuse, et tu vois qu'il s'amuse. Il s'amuse à être un connard, parce que c'est clairement son rôle. Il s'amuse également à se faire taper, parce que quand il se fait taper, en fait, il prend ça comme un jeu, comme un challenge. Il y a une scène dans le film, je vais pas révéler quand c'est, ni avec qui, quoi qu'il se passe, voilà, il n'y a pas de spoiler, mais il y a une scène où à un moment, il va carrément dire à un personnage, alors qu'il le tient en joue et qu'il pourrait le buter directement, il va dire, écoute frérot, je lâche mon arme, et là maintenant, on va se faire un duel, voilà, entre hommes, à main nue, parce que je pense que je suis meilleur que toi et que je veux me donner ce challenge. Donc ce côté-là, j'ai bien aimé de son personnage, et ça offrait vraiment un contraste avec celui notamment de Ryan Gosling. Et un truc qu'il faut aussi souligner, c'est qu'en fait les effets spéciaux sont assez bien faits, les intégrations sont assez bien faites, et vous trouvez peut-être ça normal parce que je vous parle d'un film à 200 millions, mais combien de fois on n'a pas vu des films ou même des séries à haut budget qui avaient des effets spéciaux mais qui étaient éclatés, ou qui faisaient moche, ou qui n'étaient pas en tout cas à la hauteur de leur budget. Alors on précise que dans un budget
budget de 200 millions, il n'y a pas que le budget FX, hein. Il y a aussi le budget des acteurs. Et là, je peux vous dire qu'avec Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, etc. Et aussi, je l'ai totalement oublié, comment il s'appelle, Roger Jean Page, là, qui joue dans Bridgerton, et lui qui est complètement éclaté comme personnage. Vraiment, il ne sert strictement à rien. Il faut qu'on en parle, hein. Là, par contre, lui, je trouve, c'est le seul acteur, j'ai l'impression, qui est venu pour toucher son chèque. Et je pense que aussi, ça faisait bien sur son CV, on va pas se le cacher. Tu prends donc Roger Jean Page, qui a percé avec une série Netflix, qui est littéralement en train de se faire une carrière, hein, parce qu'il est au casting de plein de grosses affiches en ce moment. Et là, il arrive dans un film réalisé par les gars qui ont fait la plupart de tous les blockbusters les plus connus chez Marvel Studios. Il est avec Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas. Enfin, je veux dire, il se met bien là. Son CV, il est cool. Ce qui veut dire que pour les prochains contrats, il pourra renégocier son salaire, mais vraiment à une ampleur considérable. Probablement que si j'avais été acteur à son apogée et qui vient de commencer, j'aurais saisi l'opportunité. Mais tu vois vraiment, en fait, qu'il est là pour toucher son chèque, parce qu'en soi, son personnage, il est genre là, je sais pas, en tout 10 minutes dans le film, qu'il a pas l'occasion d'en donner plus, étant donné que l'écriture de son personnage, son but, son caractère, c'est vraiment le truc cliché là aussi, tu vois, il y a pas grand chose à faire. Pour en revenir du coup à notre réalisation, oui, le budget FX est bien implanté selon moi, je trouve que les choses sont plutôt assez bien faites, il y a de grosses scènes avec des avions, des hélicoptères, des feux d'artifice, plein de flammes, le château en 3D et tout, qui sont plutôt bien réalisés pour le coup, même au niveau de la mise en scène, etc. Tu vois qu'il y a des choses qui sont recherchées au niveau des mouvements de la caméra. Donc ouais, je pense que si vous vous attendez avec ce film à voir, je sais pas, le chef-d'œuvre Netflix en puissance, c'est pas vraiment vers ça qu'il faut se tourner. Ici, on est plus sur un film divertissant, popcorn. Je trouve que ça passe plutôt bien le temps, et c'était aussi le gros, j'ai envie de dire, le gros enjeu du film, que ce soit bien rythmé, hein, 2h09, ça peut être très long comme très rapide. Là, c'est vrai que, voilà, on est sur une construction entre, d'ailleurs, flashback et le temps présent, qui fait que tu continues dans l'histoire tout en apprenant un peu sur les personnages principaux, et je dis un peu parce que bon, il n'y a pas tellement de développement là-dessus, mais c'est des flashbacks qui servent en fait à l'intrigue principale, et tu comprends certaines choses, même si on l'exploite pas non plus à 300%. Puis l'autre argument, et c'est aussi l'argument marketing en puissance pour Netflix, il y a juste à regarder les affiches, ou les tweets, ou n'importe quoi qui concerne ce film de loin par rapport à ce que Netflix communique, c'est bien évidemment le casting qui est ultra vendeur. Si on aime Chris Evans, si on aime les acteurs qui sont présents, forcément on se liera d'amitié avec le film, je pense. Voilà, vous avez un petit peu mon avis. Sans spoiler d'ailleurs, j'ai pas forcément besoin de rentrer dans les spoils pour vous exploiter un peu plus mon avis. Et grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous attendez un film divertissant, qui passe le temps assez haut en couleur, et avec des idées de mise en scène qui sont plutôt sympas, il faut quand même le dire, vous pouvez directement aller voir The Gray Man. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller voir le film, et surtout à me faire votre retour en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé, détesté? N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous kiffer. Des bisous les dos.